Bonjour et bienvenue sur le podcast Jeunes Voyageurs produit par Télé-Sorbonne. Donc, nous sommes Marine et Nils et aujourd'hui nous recevons Maria et Santiago qui vont venir nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors déjà merci pour cette invitation. Moi c'est Maria, je suis colombienne, ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Je suis en master en études sur le genre, en première année, à Paris 1. Moi, du coup, je suis Santiago, pareil que Maria, je suis arrivé en France il y a 4 ans, je suis aussi colombien et je fais des études en physique. Très bien, merci. Et donc vous êtes tous les deux colombiens, vous vous êtes rencontrés à Bogota au lycée. Et donc en fait, un des grands voyages de votre vie, c'est quand vous êtes arrivés à Paris. Donc comment s'est passée cette expérience-là pour vous ? Qu'est-ce que ça a été ? Alors pour moi, c'était... je pense que le vol que je devais faire pour venir au tout début, il avait des failles et j'ai pas pu voyager le jour que je devais voyager. J'ai finalement pris un autre avion et bon. Mais c'est assez galère. Moi, à différence de Santiago, j'ai pas de la nationalité française. Donc le processus d'immigration et de visa, c'était très long. Et tant avant le voyage comme quand tu arrives en territoire européen et que tu dois passer des frontières, les queues, elles sont déjà, c'est 2 queues différentes. Et le traitement, il est aussi différent. Surtout quand tu viens de Colombie et que tu as énormément de rapports avec la cocaïne, le narcotrafic et tout ce qu'il y a derrière, toute l'histoire des années 80. Donc je pense qu'il y avait tout ça. Je me rappelle que quand j'ai fait escale à Madrid, on m'a dit « Ah, vous êtes colombienne ? Ouais, on va faire quand même le test de la drogue. » Donc je me rappelle. Et curieusement, à chaque fois que je voyage, on me fait le petit test. On m'a toujours dit ah non, mais c'est aléatoire. Ouais. Ouais. Le passeport, il est aussi aléatoire. Donc voilà. Et toi, Santi ? Moi, pour le coup, c'était très spécial d'arriver ici, puisque c'était découvrir l'Europe et j'étais en modalité je vais changer ma vie, je vais devenir un être individuel sans mes parents, je vais vivre tout seul. Et j'ai fait un petit voyage à Barcelone. Je suis passé par Barcelone, je suis resté là-bas 1 semaine. C'était vraiment sympa puisque c'était la première fois que je voyageais tout seul. Et c'était une belle expérience puisque c'était juste moi en train de marcher dans une ville que je ne connaissais pas et en train de penser qu'est-ce que je vais devenir là, puisque je vais commencer mes études, je vais m'éloigner de tous mes potes, de ma famille et finalement je suis solo quoi. C'était grave sympa. Et c'était la première fois que vous veniez en France quand vous êtes arrivé pour les études ? Alors moi non, j'ai voyagé pour la première fois, je suis venue en France en, je pense, 2012 avec l'école. En Bretagne ? En Bretagne, oui, à Quiberon. En Bretagne. Surtout à Quiberon. Et après on a fait un peu le tour, mais oui, c'était je crois 3 semaines. Et après je suis retournée en Europe en 2015, mais pas en France, mais en Norvège. Et après, je suis venue en 2018 pour mes études. Moi, du coup, j'avais déjà vécu, entre guillemets, 2 mois à Paris, puisque ma sœur, elle habitait ici. Et j'avais eu un peu l'opportunité de passer un été en France. Et c'était grave sympa. J'ai pu connaître un peu la ville, voir si ça me plaisait. Et du coup, oui, j'ai décidé de venir ici. Qu'est-ce qui t'a plu à Paris pour que tu décides de venir ? Plein de trucs, puisque quand je suis arrivé, j'ai utilisé le pass Jeanne. C'est un pass pour les gens qui ne connaissent pas, où tu as plusieurs activités comme piscine municipale, musée, plein de trucs culturels et concerts, plein de trucs. Et du coup, j'avais pris le pass et je me suis amusé pendant 2 mois à faire les passes, à sortir, me balader, à trottiner le matin juste pour voir la ville et découvrir un peu Paris. Et c'était grave sympa et enrichissant comme expérience. Trop bien, trop bien. Alors maintenant, j'ai une seconde question. Quels ont été vos meilleurs voyages ? Les voyages qui vous ont donné les meilleurs souvenirs de votre vie et qui vraiment vous ont marqué ? Moi, je pense que celui à Cancún, au Mexique, en 2018, c'était ce que les Américains appellent Spring Break. Et on a passé 10 jours à Cancún. C'était un truc scolaire ? Alors non, le lycée,
ils étaient vraiment contre notre voyage parce qu'après, on devait préparer le dernier trimestre de lycée, enfin de terminale, quoi. Après, c'était préparer le bac. Et bah, t'avais tout le monde qui arrivait avec des gueules de boîte d'au moins une semaine. T'avais des gens qui arrivaient malades. Enfin, il y avait tout un truc. Les profs, ils voulaient pas du tout que ce voyage se réalise. Par contre, c'est un voyage qui se réalise depuis une trentaine de générations, je pense, au moins. Ah oui, c'est traditionnel au lycée Oui, français. Bah, en fait, c'est une tradition très américaine. On le fait, on n'est pas les seuls à le faire à Bogota. Je pense que tous les lycées les lycées en général, enfin surtout les lycées privés, ils font ça. Il faut savoir que le lycée français en Colombie, c'est un lycée privé. Généralement à l'étranger, c'est un lycée privé. Donc, Ok. Donc voilà, je pense que c'était Cancun. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc c'était une semaine que entre amis? Oui, alors c'était notre promo. Et je pense que c'était la première fois officiellement qu'on voyageait, mais tout seul. Il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas de gens responsables, entre guillemets. On avait open bar pour tout. Donc on pouvait... En plus, c'était buffet à volonté partout. Donc tu avais des piscines partout, avec des bars dedans, avec des... Ah oui, non, mais c'était la teuf toute la journée. Tu faisais la teuf de, je sais pas, 23h jusqu'à 6h du mat, et à 11h, tu avais une activité aux pyramides. Alors, soit tu dormais, soit tu n'allais pas parce que tu n'étais pas en état. Mais c'était assez sympathique. Je pense qu'aussi, on a appris beaucoup à se connaître lors de ce voyage. C'était très intéressant comme concept. Bah, surtout pour les gens qui aiment beaucoup faire la fête. Moi, j'aime faire la fête, mais très modérée. Mais voilà, je pense que celui-là. Bah, moi, du coup, au même moment que vous êtes parti à Cancun faire le voyage, moi, je me suis dit, je suis un peu introverti, j'ai la flemme de faire la fête comme ça, avec toute la génération en entier. D'autant plus que j'étais un peu isolé par rapport à la génération. Et du coup, j'ai parti avec 2 potes dans une maison de campagne. C'était vraiment pendant une semaine. Et on avait liberté absolue, on était dans la moitié d'une forêt. Et c'était grave sympa parce qu'on pouvait jouer un peu à être des nomades, à faire des feux partout, voilà. Boire, évidemment, aussi, beaucoup, et d'autres petites choses. Et au final, je pense que ça a marqué mes voyages dans le futur, dans le sens qu'à chaque fois, j'essayais d'être en petit groupe avec mes potes les plus proches et vivre des expériences. Et je dirais qu'à chaque fois que j'ai des expériences de voyage, c'est soit avec un pote, une pote, une amoureuse, et c'est vraiment juste vivre une expérience à 2 ou à 3 ou à 4, mais en petit groupe, et c'est vraiment genre juste rigoler, passer du temps avec la personne au même moment que tu fais le voyage, soit faire du camping dans des milieux extrêmes, genre on va dire dans la moitié d'une montagne, et du coup tu vis une expérience avec la personne, soit découvrir une nouvelle ville que personne connaît, et du coup bah, ça engendre une conversation et une fluidité spéciale, un rapprochement, je dirais. Ouais, c'est super intéressant de voir à quel point les voyages, ça fédère et c'est vraiment un lien social hyper fort. Est-ce que vous avez des expériences ou des anecdotes de moments qui vous ont vraiment rapprochés avec des inconnus, ou alors qui vous ont permis de tisser des liens avec des personnes que vous connaissiez déjà, mais peut-être pas aussi bien que ça? Bah, moi, pour le coup, j'ai eu une relation qui était à distance. Et vraiment, les voyages, c'était un peu nos rencontres, on va dire. Et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs villes en Italie, puisqu'elle habitait à Florence. Et du coup, à chaque fois, on pouvait que se voir 4 jours. Mais c'était à chaque fois, j'arrivais là-bas dans une ville, on se retrouvait et on faisait le tour. On faisait une ville, 2 villes. Enfin, finalement, c'était toute ma relation, quoi. C'était juste se retrouver dans une ville différente à chaque fois, tous les 15 jours. Ça devait être incroyable. Ouais, c'était grave sympa. Ouais, franchement. En plus, j'ai eu la chance qu'elle était grave investie dans l'histoire de l'art et du coup, elle se connaissait beaucoup en art et en musée et en plein de petits détails que je pense que c'était incroyable puisque finalement, comme on est humain, on vit à travers les histoires. Et si jamais tu as l'occasion d'avoir quelqu'un qui va te raconter une histoire sur la moindre chose, juste une fenêtre qui est toujours ouverte, et du coup elle va te dire ouais en fait on suppose que c'est une dame qui a laissé la fenêtre ouverte et on l'a pas fermée depuis le 2e siècle. Bah tu repasses par la fenêtre et à chaque fois tu la vois ouverte et ça te marque parce qu'il y a une histoire derrière.
C'est pas juste un truc architectural que tu vois une fois et après tu oublies parce que voilà. Et quelle ville tu as préférée en Italie, du coup, de toutes celles que tu as pu visiter? Bah Florence pour le coup, puisque c'est celle que j'ai visité le plus et elle est magnifique, franchement. Il y a le syndrome de Stendhal, je sais pas si tu connais, mais en Ah gros, non. c'est un syndrome dans lequel tu es tellement imprégné de beauté et d'art et des trucs beaux que tu te sens mal. Je me rappelle, j'ai discuté avec mon ex, du coup, pour le coup, et elle m'a dit, ouais, tu vas voir, tu vas ressentir ça, tu vas te sentir mal, tu vas avoir le syndrome de Stendhal, et moi j'étais en mode, bah, non, et bien évidemment que non. Et franchement, elle m'a fait le tour, et il y a tellement de choses en un espace tellement petit que vraiment, tu te sens bizarre. C'est comme tu viens de voir une expérience enfin, magique, quoi. Genre, tu es complètement étonné. Ah ouais, ému. ça va Ouais. être un sacré truc. Et toi, Maria? Alors moi, l'été dernier, je suis partie avec un ami, un de mes meilleurs amis, en Italie, en Croatie, pendant 10 jours, 2 semaines. La première partie du voyage, c'était Italie. Et en fait, on a eu énormément de péripéties ensemble depuis le début. En fait, on a trouvé des billets d'avion à 8 euros. Et on a fait une escale à Olbia, qui est au milieu de la Sardaigne, au milieu de l'océan. Et, euh, et en fait, on faisait une escale de 6 heures. Et on s'est dit, bah, on va pas rester on va pas prendre une chambre d'avion une chambre d'hôtel pour faire l'escale. Donc on s'est dit qu'on allait rester, que c'était tu vois, c'est une ville où il y a de la plage et du coup on s'est dit bah limite on passe la journée à la plage et enfin la soirée aussi et après on voit ce que ça donne. Et en fait, on croyait que Olbia, c'était waouh, une ville ultra touristique, alors que pas du tout. À 11h, 23h, tu avais déjà tout le monde qui commençait à éteindre les lumières. L'aéroport, il était extrêmement loin du centre-ville. Et il y avait le dernier bus qui passait pour emmener des gens à l'aéroport, c'était à 23h. Et notre vol, il était à 6h du matin. Et le premier bus, il était à 7h. Donc on s'est dit, bon, bah, on va dormir à l'aéroport. Sauf que l'aéroport, il ferme. Et donc on a passé une nuit dans le froid, même si c'était l'été. Et en journée, il faisait 32. Bah, le soir, il a fait genre 19. On n'avait pas de veste. Je me rappelle on s'est couvert avec des serviettes pour la plage, quoi. Et c'était assez sympa. Après, c'était très, très beau. Et quand on est arrivé en Croatie, on est resté 3 jours à Split. On est resté dans une maison d'hôtes, d'étudiants, et ultra cheap. Les chambres, elles étaient bien, mais il n'y avait pas de clim. Mais par contre, il faisait 38 et il faisait tellement, tellement chaud qu'on pouvait pas sortir. On n'arrivait même pas à aller à la plage parce que même l'eau, elle était elle était limite bouillante. Et on s'est dit non, bah, on a passé 2 jours à l'hôtel sans clim. Je me rappelle que on a commencé à mouiller les serviettes et on les mettait sur nos têtes pour se rafraîchir. Et voilà, c'était assez sympa comme expérience. Je me rappelle que tu m'avais raconté du coup une expérience pendant ce voyage à Venise où tu avais eu une mésaventure. Alors oui, alors on était en train de marcher et on a trouvé une espèce de passage. Enfin, c'était une espèce de rue qui se finissait dans un canal. Et il y avait un arc qui était très très beau. Et moi, je me suis dit, je vais prendre une photo, ça va être trop beau. Et j'ai pris mon téléphone et il y avait des marches. Et à la fin des marches, il y avait de l'eau. Et il y avait une espèce de barque. J'ai commencé à descendre et je me suis... en fait, j'ai glissé. Et j'avais de l'eau, je pense que jusqu'à la moitié de mon corps. J'ai dit à mon pote, prends le téléphone, on s'en fout. Moi, je me bouille, tu vois. On s'en fout. J'étais toute trempée. Et on a fini par... j'ai fini par me changer. J'ai dû me changer dans un restaurant.
Et ce soir-là, on avait le bus qui nous emmenait de Venise à Split. Et du coup, c'était un voyage de 8 heures au moins. Moi, je me suis changée, j'ai mis tout dans un sac. J'ai mis même mes baskets qui étaient trempées. Elles étaient tellement lourdes à cause de l'eau que voilà. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que je fais, mais on doit partir. Le truc, c'est qu'on est arrivé à Split à 7 heures du matin. On était endormis. Et c'est mon pote qui a descendu les bagages. Et il a oublié le sac où j'avais les seules baskets que j'avais emmenées au voyage et mon short. Et du coup, il m'a dit, on s'est rendu compte après, parce qu'on était tous les deux endormis, on était descend, on s'en fout. Bon, on était en train de prendre le petit déj et je lui dis, moi j'avais un autre truc en fait. Moi j'avais pas que le sac et le deuxième sac, j'avais un troisième sac. Est-ce que t'es sûr? Il me dit, ah bah oui. Ah bah je croyais que c'était pas à nous, je l'ai pas descendu. Donc c'est resté dans le bus, on n'a jamais eu de réponse par rapport à ça. Et voilà, j'ai passé le reste du voyage en sandales. Voilà, c'était. Et du coup, j'ai eu un bleu dans ma jambe pendant, je pense, un mois. J'authentifie cette Oui, information. au début, j'avais très peur parce qu'en plus, il y avait une espèce de boule et j'étais ah ouais, mais quand même, je me suis. Bon, je pense qu'à ce moment-là, ce que j'ai eu très peur, c'était surtout le téléphone et bon, il faut dire que la photo, elle est très très belle. La photo, elle est excellente. Au moins. Bah, trop bien, trop bien. Donc ce voyage, c'était vraiment une bonne expérience au final. Ça vous a permis de Oui, de vous retrouver. C'était très intéressant comme voyage. C'était la première fois qu'on faisait un voyage ensemble vraiment. Surtout, c'était 2 pays. On s'est dit, on va faire un itinéraire de malade. C'était la première fois aussi qu'on gérait tout seul nos budgets de voyage, parce que je pense que c'est une chose, avoir ton budget de vie en tant qu'étudiant, en tant que personne, enfin dans ta ville où tu habites, parce que tu as les charges qui sont spécifiques à chaque mois et tu connais tes charges et tu sais combien tu peux dépenser. Alors que là, on a organisé le voyage en 2 semaines. Et on s'est dit, ouais, on va voir pour la Croatie. On va voir si... on va voir là-bas pour l'hôtel et pour tout ça. Du coup, on s'est dit, ouais, tranquille, on était tranquille, tu vois. Et on est parti. En fait, à la fin, on s'est rendu compte que on était trop près. On a dû payer au moins 100 balles d'hôtel, je pense. Et ouais, on a connu pas mal au début, je pense qu'on a trop dépensé et après on s'est dit ah merde, peut-être on n'aurait pas dû faire autant de restaurants en Italie, peut-être pas autant de vin, mais voilà, je pense que c'était bien. Je pense que tu apprends aussi à connaître beaucoup l'autre personne, tu apprends aussi à lui donner beaucoup d'espace et et tu apprends toi à qu'est-ce que t'aimes et comment est-ce que t'aimes dépenser ton temps en train de voyager. Moi je sais que j'aime beaucoup visiter tous les lieux qui sont touristiques et toutes les attractions culturelles. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Alors que lui, il voulait plutôt se reposer. Et je pense qu'on a su gérer ça et on a su avoir un moment pour se reposer et on a su avoir d'autres moments pour découvrir la ville et connaître nos limites, même si on s'est dit ce jour-là on fait tout ça et on a fait une liste et à la fin on se dit on n'a pas visité 7 lieux, on a visité 3 mais ils étaient trop bien et d'autres fois tu finis par connaître des lieux que tu n'avais pas dans ta liste mais qui étaient encore mieux que ceux que tu avais dans ta liste et ça c'est vraiment sympa. J'ai aussi, le fait, je pense que de voyager avec un homme, ça aide énormément. Moi j'ai beaucoup l'habitude de voyager toute seule. Des vols de long courrier comme des vols des trains ou des bus, je l'ai fait et je pense que depuis que j'habite en France, j'ai pris l'habitude de mettre une bague comme si j'étais mariée. Je la porte tout le temps maintenant parce que je pense que c'est devenu une habitude, mais je le fais surtout pour sécurité et là j'étais avec mon pote et je me suis dit j'ai pas besoin de la mettre et même, moi, je la mettais quand même, des fois. Et on croyait qu'on était mariés. Et bon, il y a un hôtel à Padoue. Ils nous ont fait on a dit que
on a dit qu'on venait se marier, que c'était notre lune de miel et que voilà. Et alors que lui, il est gay. Enfin, ça se voit que son truc, c'est pas les meufs. Et la dame de l'hôtel, elle m'a dit, ouais, ok, d'accord, ouais, d'accord, on va vous donner une suite. Elle nous a donné une, ouais, écoute, c'était pas mal. Ça, ouais. Bah, la bague, elle a fait le truc. Surtout que lui aussi, il met énormément de vagues. Donc, en fait, tu te disais, ouais, ok, oui. Enfin, c'est naturel, ils sont peut-être mariés. Donc c'était intéressant. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de sécurité de qu'est-ce qui se passe si je voyage toute seule. Moi, à la base, je voulais faire ce voyage toute seule. En vrai, en termes de sécurité, je pense que j'aurais pu le faire toute seule. Mais voilà, c'est pas... Je pense que c'était mieux accompagné. Et toi, Santi, est-ce que ce truc de tu voulais faire quelque chose à la base et puis en fait t'es parti sur autre chose et ça s'est avéré être encore mieux ce que tu pensais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un voyage? Je sais que tu m'avais parlé d'un voyage en Espagne, peut-être, ou pas du tout. Un voyage en Espagne, non, je pense pas. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai une vision un peu différente, je pense, que Marie-Paula. Dans le sens que moi, je vais pas planifier. Quand je voyage, je planifie pas ce que je veux faire, même s'il y a des centres d'intérêt que bon, c'est évident. Mais la plupart du temps, je cherche à avoir des expériences et genre découvrir à l'instant. Moi, je pourrais vraiment juste aller chez un pote, par exemple à Grenoble, et on se dit, un jour entre semaines, on se dit, bah tiens, c'est quoi, on avait un peu de budget, pourquoi on part pas quelque part? Et on ouvre Google Maps, on se dit, bah tiens, cette ville, elle semble belle. Voilà, on prend nos valises et on part, sans avoir rien de prévu, et même en discutant avec des locaux, demander où est-ce qu'on peut bouffer pas cher, qui soit bien, mais dans l'instant, genre improvisation totale, sans vraiment se dire ah non mais j'ai vraiment envie de visiter ça, et tel musée, et voir cette œuvre-là, puisque franchement je suis pas si organisé que ça, c'est juste je préfère aller dans le spontané et voir qu'est-ce que la journée a pour me donner. D'accord. Et t'as une anecdote en particulier où du coup t'as Une été anecdote visiter en quelque particulier? chose, Bah je pense non, je pense vraiment à tous mes voyages. C'est sûr que à chaque fois je tente de faire ça et de vivre une expérience nouvelle à chaque fois. Et j'aurais pas un truc en particulier à dire. Je sais que tu m'avais parlé quand t'es rentrée en Colombie pour les vacances de Noël d'un lieu que tu avais découvert en vélo avec ton frère. Ah oui, Euh, ça c'était un endroit magnifique. Il y a plusieurs oasis, je trouve, dans les villes. Il y a des oasis avec des gens géniaux, dans lesquels il y a juste un mood et tout le monde est sympa. Et par exemple, ici à Paris, je trouve que la gare, c'était un endroit qui était vraiment comme ça, où franchement tout le monde est sympa, tu peux parler avec tout le monde, il y a une ambiance générale. c'est où la gare exactement? Pour La nos gare, c'est auditeurs, oui, là. ok, c'est 19e arrondissement, Paris, à côté de la Villette. C'est un endroit grave sympa si vous le connaissez pas. Et en Colombie, pour le coup, il y avait deux oasis de gens incroyables. Un qui est dans la côte, à la plage. Et l'autre, j'ai rencontré, c'est en Noël que j'ai rencontré cet endroit magnifique. C'était une réserve naturelle des potes de mon frère. Mais c'était grave sympa puisqu'on arrive là, on sait pas à quoi s'attendre. On a fait 2 heures de vélo pour arriver dans cet endroit magnifique. Et là, tu rentres et tu vois que genre tout le monde est bienveillant, te reçoit avec un sourire et t'es juste ambiancé quoi. Et donc c'était une réserve naturelle, mais il y avait également une sorte de deal. Si jamais tu viens, tu Oui. peux être logé, nourri, mais il faut que tu aides la communauté en travaillant. Exactement. C'est ça? C'est soit tu peux payer la nuit et du coup tu travailles pas, tu es juste dans la réserve chill, soit tu travailles et du coup bah et là il y a des tâches qu'il faut faire et on s'organise. Du coup tu payes pas la nuit, mais tu dois fournir du travail, tu dois mettre des pierres, couper des trucs, du bois par exemple pour faire le feu le soir ou nettoyer la cuisine. Ou par exemple la réserve là-bas c'était vraiment tout 100% là-bas, du coup l'eau c'était de l'eau de pluie qu'il fallait récupérer, du coup les toilettes ils se bouchaient, du coup il fallait travailler sur les toilettes, faire en sorte que tout se passe bien quoi finalement. Mm. Et qu'est-ce que ça offrait un peu aux visiteurs qui avaient envie de payer? Il y avait des visites ou c'était juste l'environnement Non, naturel? c'était juste l'ambiance, c'était juste ouais. t'es perdu dans la forêt, c'est magnifique comme endroit, il y a un parc juste à côté dans lequel tu peux te balader. Et aussi au sein de la réserve, juste t'isoler un peu, prendre un bouquin et juste être
seul, introverti, Mm. ou avec des potes en train de faire du feu et rigoler à côté d'une guitare, c'est la vie, quoi, genre. C'est vraiment ça ce qu'on cherche, moi. Je sais que quand je vous ai rencontré, moi je connaissais pas trop les paysages ou même la culture colombienne, mais à partir du moment où j'ai commencé à vous connaître et un peu m'intéresser à la culture, j'ai découvert des trucs incroyables. Donc j'étais en cours avec Maria en L3 et tu avais fait un exposé sur un projet de... c'était en cours de géopolitique. Ah, Guatavita. Guatavita. Mais Ouais. au-delà de ça aussi, tu m'avais parlé du Paramo et ça m'avait semblé incroyable. Oui, alors je pense qu'en Colombie, il y a un écosystème qui est unique dans le monde qui est le páramo. Et c'est à partir d'un certain niveau d'altitude. Et c'est très 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 beau. C'est une réserve naturelle qui est en danger parce que le gouvernement il la protège pas comme il devrait. Donc il y a beaucoup de défenseurs des droits du Páramo qui sont en train d'être menacés parce qu'ils justement ils essayent de le protéger. Mais c'est aussi un peu ce lieu où il y a ce côté très mystique de la nature. Moi, je l'ai vécu au Páramo parce que mon oncle, il habite très près du Páramo, à la montagne. Et je l'ai vécu aussi quand je suis allée à la forêt amazonienne. T'as ce côté que, en fait, tu te rends compte que la nature, elle est beaucoup plus puissante que toi. Alors que je pense qu'en ville, tu te dis que toi, tu es le master et que tu peux tout faire et que personne ne va pouvoir contre toi. Et là, la nature, elle te dit, en fait, t'es personne. Donc, tu vas te calmer. Tu vas demander de la permission pour entrer. Moi, c'est un truc... Mon oncle, il a toujours habité dans la montagne. Et il m'a beaucoup éduqué avec cette perspective de demander de la permission aux espaces quand j'accède à eux, notamment si c'est des réserves. Et je me rappelle qu'à la forêt amazonienne, j'avais cette impression qu'on était en train de me regarder tout le temps, qu'il y avait ce côté de mysticisme et de... Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Et là-bas, t'as vraiment cette impression que t'es limite un insecte à côté de tout ce que t'as autour de toi. Quand tu dors... Enfin, nous, on a dormi dans la forêt. Et t'avais vraiment cette impression de... Oula, tu vois, je sais pas si je vais si je vais me réveiller. Tellement c'est mystérieux comme endroit. Le Páramo, c'est pareil. Il y a énormément d'histoires depuis l'arrivée des colonisateurs. Qui disent qu'en fait, les indigènes, ils avaient un respect incroyable pour ces territoires-là. Et c'est des endroits qui se ferment au public quand leur public leur plaise pas. Moi, je sais que mon oncle, il a vécu ça. Des fois, il était en train de... Lui, il a eu son meilleur ami. Il s'est perdu dans le Páramo parce qu'il était guide et garde forestier. Et il a été guide d'une entreprise pétrolière qui voulait faire des fouilles. Et la nature, elle lui a pas laissé revenir. En fait, il est jamais revenu chez lui. Et mon oncle, il a organisé pas mal de je sais pas, de journées pour essayer de le retrouver. Et à pas mal de moments, la nature s'est fermée. Et en fait, il y avait je sais pas, un animal qui passait. Il le voyait, il se tournait. Et d'un autre côté, tu le voyais tu te retournais vers ton chemin. Et le chemin, il n'existait plus, en fait. Ça se ferme. Et c'est pareil avec la brume, c'est pareil avec l'eau. Donc, en fait, il y a toujours ce côté de venir avec une offrande et aussi de demander ta permission. Moi, je me rappelle que j'avais très très peur quand je suis allée en Amazonie parce que j'ai vraiment demandé beaucoup de permission et ça m'a fait très 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 peur, mais aussi ça te donne une paix incroyable quand tu vois que l'endroit il te laisse entrer et qu'il te laisse pas profiter de lui mais l'admirer.
Je pense que ça, c'est très beau. Je pense que moi, quand je vais mourir, je pense que j'aimerais beaucoup que mes cendres soient jetées dans le Páramo. Je pense qu'il y a une magie particulière. Et toi, Santi, t'as déjà eu l'occasion d'aller un peu peut-être en Amazonie ou... Oui, je suis allé en Amazonie, c'est un endroit magnifique. Et d'ailleurs, en fait, c'est une histoire que je raconte assez souvent, mais par rapport au Páramo, justement, comme en Colombie, on n'a pas des saisons, le climat, il dépend carrément de l'altitude. Du coup, tu te trouves à 5600 mètres, il n'y a que de la neige, il n'y a rien du tout. Après, tu commences à descendre, il y a des plantes qui commencent à émerger, des plantes poilues. Tu continues à descendre et tu commences à avoir une forêt qui devient de plus en plus dense, jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la mer. Et là, c'est vraiment, tu peux même pas marcher tellement c'est dense et condensé, il y a tellement d'arbustes et d'arbres et d'animaux et de tout. Et après, tu commences à t'éloigner, par exemple, vers le nord. Et tu commences à voir que les arbres ils commencent à disparaître, tu commences à voir que des arbres, et après la pelouse elle disparaît aussi, il n'y a que du désert, et tu commences à voir des cactus qui émergent, et tout ça c'est 2 heures de voiture, c'est magnifique. Et c'est vrai que ici en Europe, je pense qu'à chaque fois qu'on pense à voyager et tourisme, c'est à chaque fois aller dans une ville, voir un musée, la culture et tout ça. Mais on parle pas assez de découvrir le monde en soi, puisqu'il y a un tas de choses magnifiques à voir. Il y a des glacières, il y a des lacs d'acide en Éthiopie, des trucs qu'on n'est même pas capable d'imaginer et on recherche pas assez vraiment sur ces sujets. C'est pas des trucs connus. Après, c'est compliqué puisque certes, on est des humains et on détruit tout ce qu'on touche. Du coup, c'est vrai que si jamais on commence à aller dans ces endroits, il faut être très respectueux et essayer de les maintenir à un maximum et ne pas embêter les écosystèmes. Mais c'est franchement, les paysages qu'on peut voir en Colombie, c'est des trucs magnifiques. Et je pense que c'est un type de voyage que moi, en tout cas, je surkiffe. Mm. Juste aller en camping comme ça, sauvage, on va dire. Mm. Non, c'est clair que c'est génial. Là, récemment, j'ai commencé un peu à m'intéresser à les paysages en Chine et j'ai découvert le parc naturel de Zhangjiajie. Et c'est vraiment un truc incroyable. Si vous voulez, je vous montrerai après. En fait, c'est le paysage qui a inspiré James Cameron quand il a fait Avatar. Donc c'est vraiment comme des pics rocheux qui volent avec des cascades qui se jettent à des centaines de mètres. Enfin, il y a des trucs incroyables qui existent. Mais donc, pour partir sur une autre question, est-ce que vous auriez des recommandations à faire aux auditeurs potentiellement d'endroits qu'il faudrait absolument qu'ils visitent une fois dans leur vie? Ah, il faut partir en Colombie. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il y a plein de petits endroits qu'il faut regarder. Genre, je pense que le désert de la Tatacoa, l'Amazonie, c'est des endroits qu'on veut voir puisque c'est des paysages d'un autre monde. Il faut juste regarder les documentaires genre Our Planet. C'est un documentaire que je surkiffe. Et juste partir, je pense qu'en Islande, je ne connais pas du tout, mais ça doit être magnifique. Et en Colombie, c'est sûr que la côte, c'est une très belle ambiance. Et ouais, je pense qu'aller à Santa Marta et à Cartagena. Ouais, et Altairona. C'est une Mm. réserve naturelle près de Santa Marta, une grande ville en Colombie. Et ça vaut le coup, franchement. Les gens qu'on croise, c'est des gens ultra sympas. Et l'ambiance, elle est incroyable. Oui, après, je pense que c'est très important de s'éduquer et je parle notamment pour la Colombie, mais de savoir quel est le contexte qu'il y a derrière, notamment le contexte social, derrière les villes qu'on visite et les endroits qu'on visite, et l'exploitation touristique aussi qui est présente. Dans le cas de Carthagène, c'est une ville qui est visitée par des touristes, mais des milliers de touristes chaque année. Mais en fait, il y a une frontière et tu te rends compte qu'il y a de l'extrême pauvreté de l'autre côté de la ville, alors que toi, tu es en train de dormir dans un hôtel 5 étoiles et tu manges tout ce que tu veux et tu bois tout ce que tu veux et tu as une vie magnifique, alors que de l'autre côté de la ville, les gens, ils ont même pas d'eau. Donc, je pense que c'est très important. Moi, je me bats un peu avec cette idée de Cartagena parce que j'ai fait énormément de voyages quand j'étais petite à Cartagena et c'est un peu ma ville avec ma mère. Mais quand tu grandis et quand tu commences à voir que c'est pas si beau que ça, je pense que c'est assez complexe.
C'est vrai qu'il faut être vraiment respectueux. Moi, je pense notamment au cas de la Grèce, qu'on voit Santorini et c'est genre le paradis pour montrer, faire des photos Insta dans un endroit magnifique, une île. Mais en vrai, c'est loin d'être la réalité du pays. Et je pense que les Grecs, même, ils ne kiffent pas du tout ça. Lorsqu'on parle et on s'introduit un peu plus à la culture, bah, on est en train de piquer les îles, qu'il n'y a pas trop de place. Et on prend les places pour faire des hôtels que eux, ils ne demandent même pas. Et eux, ils veulent être tranquilles dans leur île et que personne ne leur dérange. Du coup, c'est vrai que on peut prendre beaucoup de place et ça peut être gênant pour les populations qui sont locales. Hmm. En plus, c'est un des grands axes de mon master, vu que je suis en master tourisme international. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on peut faire en sorte d'être plus responsable dans ces pratiques touristiques et c'est très intéressant. Mais donc, en termes d'endroits que vous voudriez recommander, du coup, toi, la Colombie, et toi, Maria, est-ce que tu aurais une idée peut-être d'un endroit spécifique? Ou alors, si vous avez un bon plan ou une recommandation, par exemple, un lieu précis, comme un temple ou peut-être un restaurant, tout ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il y a ce côté de... Bah, en Croatie, je pense que j'ai fait tout un tour. Je pense que si je devrais donner un titre à mon voyage Italie-Croatie, ça serait un peu le voyage des vierges, parce que je pense que j'ai visité autant d'églises que Enfin, je pense que j'ai visité beaucoup plus d'églises que de musées, en vrai. Et j'ai vu, enfin je m'appelle Maria, donc moi la figure de la Vierge, elle a été très présente dans ma vie depuis toute petite. J'ai été éduquée dans une famille catholique, donc il y a tout ce côté de la religion qui était très important. Et depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé les églises et surtout l'art. Les toits, c'est un truc qui me fascine. Et je pense que toutes les cathédrales et les petites églises... je pense à notamment deux. Il y a une à Saint-Antoine de Padoue. Si vous voulez avoir un mec, les filles, vous pouvez aller à Saint-Antoine. Pourquoi ? C'est le patron des choses perdues. Ah oui, ok. Et donc, c'est à lui que tu peux demander un copain, par exemple. Enfin, en Colombie, on a cette croyance. Je pense que c'est pas que en Colombie. Non, en France aussi, maintenant que tu le dis. Et du coup, qu'est-ce que tu avais demandé, toi, donc, Saint-Antoine on va pas révéler à tes auditeurs, mais voilà. Moi, on va laisser comme ça. Mais c'est très, 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 très beau. Et je pense que c'est encore... moi, ça m'a fascinée parce qu'on a vu ça en histoire de l'art, en licence. Tout ce côté des reliques, tout le côté de... Là, c'était vraiment... Il y a une aile de la cathédrale qui est dédiée à ça. Et c'est fascinant. C'est un truc que tu dois voir et tu te dis, ah ouais, ok, ça existe en fait. C'est pas que sur le livre, sur le cours de madame, je sais plus comment elle s'appelait, mais voilà. Et sinon, je pense qu'il y a aussi ce côté je m'attendais pas à avoir autant d'églises en Croatie, par exemple. Autant de cathédrales et de temples. C'est très, très, très beau. Dubrovnik particulièrement, c'est très beau. Après, pour aller à Dubrovnik, je pense que tu dois être très fan de Game of Thrones. Parce que si tu l'es pas, comme c'est mon cas, tu vas être un petit peu déçu parce que tu vas te dire que la ville, limite son activité touristique, elle tourne autour de Game of Thrones. Donc voilà. Moi, si je peux faire une recommandation, c'est les hostels. Vraiment, les hostels, c'est la vie. Parce que c'est déjà pas cher. Et en plus, ils sont pleins de gens magnifiques que tu peux rencontrer. Il faut être juste un peu ouvert d'esprit. Et je suis sûr, on trouve dans 90% des hostels des gens sympas qui sont dans la même situation que toi finalement. Ils sont en train de voyager et ils cherchent des bons plans. Du coup, vous vous rejoignez et vous vivez une expérience ensemble. Et déjà, c'est pas cher en plus. Du coup, vraiment, c'est le but. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui dit ah ouais, j'ai envie de voyager seul, mais genre flemme parce que je vais m'ennuyer tout seul ou je sais pas quoi, cherchez un hostel. Et voilà. Et c'est la vie. Tu t'es déjà fait des amis en auberge de jeunesse ? Ah oui, tout à fait. Oui, carrément. Un des oasis, justement,
que s'appelle Costeño Beach. C'est un groupe de hostels, c'est genre 5 hostels ensemble qui partagent les installations. Et c'est où exactement? C'est à Santa Marta aussi, juste à côté du Tayrona, de la réserve naturelle. Et du coup, déjà, il y a plein de trucs que tu peux faire à côté. Tu peux faire du surf parce qu'il y a des cours de surf. Et en plus, tous les gens, c'est grave sympa. C'est le seul endroit où vraiment je me pose dans la piscine. Et il y a des gens qui viennent te parler comme ça. Et en plus, ils font des activités genre du volleyball, de l'escalade, du surf, je sais pas quoi, des sorties. Et du coup, c'était grave sympa puisque finalement, si tu restes quelques jours, tu commences à revoir les mêmes personnes et tu commences à créer vraiment des liens. C'est génial, c'est hyper bien. Ouais. Et maintenant, est-ce que vous auriez un projet, un voyage de rêve que vous avez envie de mener à bien? Et est-ce que vous pourriez nous en parler? Moi, je voudrais partir en Islande. Juste découvrir la nature. Vraiment, je pense que mon rêve, dans une autre vie, je suis photographe de National Geographic et c'est un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est juste découvrir la nature tant qu'il en reste un peu. Et voilà. Mais pourquoi l'Islande pour Puisque je trouve les sources d'eau chaude, juste par les photos, par les balnéaires de eau chaude, thermale, qui ont l'air incroyables. Et j'ai envie de voir la rivière Dorée. Enfin, Dorée, c'est pas Dorée, c'est Argentée plutôt, qui m'a l'air magnifique. Mais les paysages là-bas, ils ont l'air d'être incroyables. Mais après, je pourrais partir un peu partout dans le monde tant que j'ai un peu de nature à mes côtes. D'accord, trop bien. Et toi, Maria? Moi, je recommande fortement aussi, enfin moi je l'ai fait, les pays nordiques, c'est un kiff, mais après moi je l'ai fait avec une perspective très familiale, enfin je l'ai fait avec ma famille, donc ça reste très différent de ce qu'on fait quand on est étudiant et qu'on voyage déjà tout seul, mais je confirme. Mais sinon, moi, mon projet, j'aimerais faire un tour de l'Amérique latine. J'aimerais peut-être refaire celui qui a fait le Che Guevara, quand il a fait ses cahiers de moto. Mais je pense que c'est un truc que je veux faire depuis que j'étais toute petite. Moi, j'adore les road trips, donc ça me plaît énormément. Ça me dérange pas du tout de passer des heures dans une voiture en train de chanter et de parler. Voilà. En vrai, j'aimerais beaucoup le faire avec toi parce que avec plaisir. C'est vrai que moi aussi, je suis plutôt adepte de la voiture comme moyen de locomotion. Mais... Et du coup, le Che Guevara, quel a été son parcours exactement? Alors, lui, il est sorti d'Argentine. Ok. Et il a monté. Il a fait il est arrivé, il a passé par Brésil. Après, il a fait. Il n'avait pas passé par le Chili, Bolivie, non? Oui, aussi. En fait, il a tout fait. Il a fait tous les. Il a fait un grand tour. Au bout d'un moment, il a fait un détour aussi, je crois. Et après, il a fait. Après, il est arrivé à Cuba, mais c'était pas dans ce même itinéraire. Mais je pense que c'est très intéressant de voir les autres pays latino-américains, même si j'ai un surkiff pour le mien. Mais voilà. Ouais, il faut le dire. Ouais, la Colombie, elle est magnifique. Ouais, voilà. On va se mentir. Mais après, c'est ce qu'on connaît. Vraiment, je pense que il faudrait pas avoir peur, puisque moi, des fois, ça m'arrive d'avoir peur et de dire ouais, franchement, je vais pas partir dans un autre endroit que je connais pas du tout et que, finalement, je sais pas qu'est-ce que je vais retrouver là-bas. Mais je pense que moi, ça me fait beaucoup moins peur de voyager en Europe que de voyager en Amérique latine ou en Asie toute seule, par exemple. Je pense que je pourrais faire un tour de l'Europe toute seule avec un petit peu de peur, mais pas la même peur que j'aurais si je le fais en Amérique latine. Même en parlant espagnol, puisque moi, un des trucs qui me bloque le plus, c'est la langue. Parce que finalement, je me dis, ok, je pars au Vietnam, je sais pas, je vais être complètement perdu. C'est le fait d'être une femme, tu te dis dans tous les cas, il y aura beaucoup plus de risques en Amérique latine. Oui, tu sais que t'es un peu la proue de tout et n'importe quoi, en fait. Donc, je pense que c'est assez complexe. Moi, j'ai dû apprendre à voyager toute seule. C'est pas un truc que j'ai fait, oh oui, on va le faire. J'ai dû le faire parce que je venais toute seule. Et c'est ce que je fais aussi chaque fois que je vais visiter ma famille. En Allemagne ou en Norvège, je vais toute seule. Et aussi, je pense qu'un des gros trucs qui m'ont appris ces derniers voyages que j'ai faits, c'est perdre
la peur de l'avion, parce que ça me faisait ultra peur avant. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un vol Bogota-Paris, c'était au milieu d'une tempête, donc c'était pas très sympa sur l'océan. Mais voilà, je pense que je pense que tu apprends tout seul aussi à gérer ça quand tu es toute seule, au lieu de si tu as quelqu'un à côté pour lui prendre la main. C'est comme ça aussi que je me suis fait une très très bonne amie avec qui je parle encore, parce que je lui dis écoute, je suis vraiment désolée, mais j'ai très peur. Et je commençais à trembler, j'étais en sueur, enfin, c'était horrible. Tu voyais par la fenêtre de l'avion, c'était limite noir. Et l'avion qui faisait terrible. Et je la regarde, je lui dis écoute, t'as l'air très sympa, je suis vraiment désolée, c'est extrêmement chiant, mais est-ce que tu pourrais me donner ta main? J'ai très peur. Et oui, elle s'appelle Andrea, elle est très 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 sympa. Elle allait à Barcelone. Et voilà, on continue à être très amis, donc comme quoi la peur des avions, ça te donne des amis aussi. Qu'est-ce que ça vous a appris, les voyages, au final? Alors, quelles ont été les plus grandes leçons que vous en avez retirées? C'est une grande question. C'est une question assez difficile. Je sais pas si je dirais que j'ai appris un truc en particulier, mais c'est sûr que à chaque fois que tu sors d'un contexte particulier, tu sors un peu de ta zone de confort, enfin, ça te permet de vivre des trucs que tu n'aurais pas vécu autrement. Du coup, je dirais pas que ça m'a appris des trucs en particulier, mais subjectivement parlant, ça peut changer un peu ta manière de vivre d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que ça m'a appris beaucoup plus de trucs sur moi que sur les endroits ou sur la manière de voyager. Je pense que chaque fois que je voyage d'une manière beaucoup plus pratique qu'autre chose. Et chaque fois que je découvre, par exemple, le vol qu'on a fait de Olbia à Vérone, c'était, mon ami, il n'avait pas dormi. Et donc, lui, il était en train de dormir. Et moi, j'avais ultra peur parce que c'était l'avion. Mais à ce moment-là, c'était un vol magnifique, vraiment. Et c'est à ce moment-là que il y a eu en fait, c'était le lever du soleil. Et c'était, je pense que le moment le plus beau du voyage, ce lever de soleil par la fenêtre de l'avion. C'était un truc incroyable. Je pense que avoir ses peurs et pouvoir les confronter, ça t'aide aussi à voir ce qu'il y a derrière la peur et comment tu peux profiter le truc et le moment aussi. Et les gens, je pense que aller au-delà des limites que tu sais que tu peux te donner, comme disait Santiago, de aller au-delà de ta zone de confort, ça aide énormément à te rendre compte aussi jusqu'à où tu peux aller en tant que personne et en tant que voyageur aussi. Parce que tout le monde ne voyage pas de la même façon. Ouais, je suis super d'accord. Moi, c'est vrai que c'est les voyages qui m'ont fait me rendre compte que j'étais capable de m'adapter à toutes les situations. Peut-être pas toutes les situations, mais qu'en tout cas, j'étais beaucoup plus résiliente que ce que je pensais. Et c'est très important, je pense, d'en être conscient, parce qu'après, ça t'aide dans tous les aspects de ta vie, quoi. C'est assez incroyable. Et donc voilà, je n'ai plus de questions, mais c'était très agréable de parler avec vous. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter pour la fin ? Un mot à nos auditeurs, ou pas? Voyager. Kiffez votre vie. Allez en Colombie. Aller en Colombie. Ouais, aussi. On va faire la pub. On va faire une agence. Ouais. Le reste, c'est que vous voudrez y rester. Oh, je sais. Attendez, une dernière chose. Donc, vous êtes tous les deux de Bogota. Ouais. Quel est le meilleur endroit à visiter à Bogota? Ah, le meilleur endroit. Dur. Moi, j'aime bien Villa de Leyva, que c'est une... à c'est pas à Bogota, mais c'est à 3 heures en voiture. Ça va. Mais à Bogota. À Bogota. Le centre. Ouais. À Candelaria. Le centre? Le centre de Bogota. Après, il faut faire ultra attention parce que c'est pas que ça soit dangereux, mais ils peuvent te voler les affaires. Du coup, c'est un peu dangereux. C'est quand même dangereux. Non, c'est quand même dangereux. Franchement, il faut savoir. Colombie, c'est un pays qui est très divisé. Du coup, je pense qu'il faut vraiment savoir où on y va et faire gaffe, puisqu'il y a des endroits où c'est plutôt safe et il y a des endroits où ça craint énormément et c'est risqué. Dans tous les aspects, ça peut être soit se faire racketter dans la rue, soit si jamais tu veux partir dans une réserve naturelle, savoir
à quel groupe ça appartient finalement, puisqu'il y a des zones qui sont contrôlées par l'État, alors qu'il y a des zones qui sont contrôlées par les guérillas ou les narcotrafiquants ou les paramilitaires, et du coup il faut quand même savoir un peu où est-ce qu'on va bouger et être un peu audacieux. Ouais, je pense que c'est dans ce genre de pays, Ouais, c'est très important d'avoir des contacts avoir là-bas. des guides. Ouais, Franchement, des il faut guides, voyager avec des guides. ouais. Ou des gens qui sont là-bas au cas où tu peux le faire tout seul, mais tu dois avoir quelqu'un au cas où, ou quelqu'un à qui poser des questions. Ou... Moi, je sais qu'à ce voyage d'Olbia, ça m'a aidé énormément de lire des forums sur Internet. Mais je pense que l'Europe, ça reste une catégorie de pays assez luxueux. Et en Amérique latine, c'est pas du tout comme ça. En fait, les gens, quand t'es local, tu cibles les gens qui sont pas de là. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des étrangers et c'est comme ça qu'on les cible pour les voler, pour les agresser. Après, c'est pas un truc qui arrive tous les jours. Les étrangers à Bogota et en Colombie, ils sont très, très, très contents. Sinon, votre communauté de Français, il n'existerait pas à Bogota, vous n'aurez pas un lycée, mais voilà. Ah non, mais c'est la quantité de Français qu'il y a en Colombie, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vas à Villalba, il y a plein de boulangeries françaises, des restaurants français, des gens sympas là-bas qui sont partis en Colombie. Ils se sont dit bah non, on reste ici parce que c'est le surkiff. Les gens ils sont trop sympas et tout, et bah du coup ils tombent amoureuses de la culture colombienne. Donc c'est ça le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut partir en Amérique latine, c'est de bien se renseigner, puis de si possible trouver quelqu'un sur place. Ouais, exactement. Trouver quelqu'un sur place et ne pas être trop confié. Moi j'ai l'impression que après c'est parce que nous on est grandi dans une société en plein conflit armé et on t'apprend à être très. Nous on nous dit qu'il faut être avispado, et avispado c'est être toujours en train de regarder partout et ne pas se laisser faire quoi. Et ne pas avoir de la confiance aux autres. Moi, je pense que c'est un truc. Après, ça va. Mais tu vois, pas avec quelqu'un que tu viens de connaître. Tu vas pas donner. Tu vas pas croire 100% ce que quelqu'un vient de te dire. Ouais, il faut se méfier un peu, mais bon. Ouais, je pense que c'est ça le mot. Il faut se méfier tout le temps. Moi, je pense que c'est un truc que même après 4 ans à Paris, je continue à faire. Je me méfie tout le temps. Je suis non, je pense pas, non. Donc oui, mais voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre participation et merci à toi Nils d'avoir été un ingénieur du son au top. Donc c'est une fin de podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt, je l'espère.